Alors Smokyo, c'est effectivement une aventure, c'est le bon terme, qui a commencé en 2013 avec mon associé Steve Hanavi. À l'époque, on était tous les deux salariés, où on s'est dit tous les deux qu'on voulait monter une boîte ensemble. On se connaissait depuis le collège et on avait tous les deux envie de monter une entreprise. Et donc on s'est associés, on a commencé à chercher une idée et on a trouvé cette idée qui est derrière Smokyo, c'est-à-dire l'idée d'avoir une cigarette électronique intelligente qui puisse aider les fumeurs à passer à la cigarette électronique, puis ensuite à s'en sevrer, et donc à arrêter de fumer, et donc d'utiliser la technologie pour aider les gens à faire cette chose très dure qui est d'arrêter de fumer. On a créé l'entreprise en 2013 et on a trouvé des partenaires, des collaborateurs pour créer cette puce intelligente qui pouvait suivre la consommation de cigarettes électroniques en France, et ensuite on assemblait cette puce intelligente en Chine, dans des usines à côté de Canton. Et puis on a vendu donc ces produits, les cigarettes électroniques Smokyo, dans une trentaine de pays dans le monde, beaucoup en France et autour de France en Europe, mais aussi par exemple au Japon et en Corée. Donc l'application mobile qui donc était disponible sur Android et iPhone était traduite par exemple en coréen et en japonais aussi. Donc c'était assez marrant, si je puis dire, comme aventure, aussi par cet aspect vraiment mondial, puisque c'était un produit qu'on fabriquait en Chine, qu'on vendait un peu partout dans le monde entier, etc. Et donc cette aventure a duré à peu près 2 ans, donc de 2013 à 2015. Et puis en 2015, la société a été rachetée par un des leaders mondiaux du tabac, qui a voulu enrichir son portefeuille de marques, de brevets et de technologies avec tout ce qu'on avait développé chez Smokyo. Dès le début de l'aventure Smokyo, on a identifié que ce qu'on faisait, c'était assez technique, qu'il y avait clairement une technologie et une innovation qu'on était en train d'apporter au marché, à la fois parce pour la première fois, on pouvait relier une cigarette électronique à un smartphone et suivre en temps réel sa consommation avec pas mal de paramètres, le nombre de bouffées, la durée des bouffées, l'intensité des bouffées, etc. Mais aussi, de manière encore plus importante peut-être, que la puce électronique, la puce intelligente qu'on avait développée permettait effectivement de caractériser assez finement une bouffée de cigarette électronique, et notamment d'avoir une bonne estimation de la quantité de liquide vaporisé pendant une bouffée, et donc la quantité de nicotine inhalée, puisque en connaissant la concentration en nicotine du liquide, en faisant un produit des deux, le volume fois la concentration, on avait une bonne estimation de la quantité de nicotine inhalée par l'utilisateur. Et donc ça, c'est évidemment un point très important. Et donc dès le début, on s'est dit que ce qu'on était en train de créer, il fallait pouvoir le protéger, en tout cas regarder comment la propriété intellectuelle pouvait s'appliquer à notre entreprise pour en faire un atout pour nous, à la fois avec le côté, on va dire, offensif, pour qu'on puisse éventuellement valoriser ça pour la société, et aussi le côté défensif, pour pas qu'on puisse nous copier ou éventuellement nous attaquer, etc., si des gens voulaient faire la même chose. Et donc très en amont, j'allais dire, de notre aventure, qui a duré un peu plus de 2 ans, donc, on a contacté Bodlemini, et donc on a fait une demande de brevet, d'abord français, puis ensuite une extension internationale. Et donc pendant de longs mois, j'allais dire, on a vraiment travaillé très finement cette question de comment bien protéger ce qu'on était en train de faire, comment bien protéger l'entreprise, quel brevet on pouvait déposer, comment on caractérisait finement notre innovation. Et donc, c'est en partenariat avec Bodlemini qu'on a déposé ce brevet, qui a été accepté dans, je crois, tous les pays dans lesquels on l'a déposé, c'est-à-dire toute l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Russie, le Brésil, un grand nombre de pays, notamment, on va dire, les grands pays où vous pouvez avoir à la fois de l'innovation sur ce sujet et aussi des grands pays de consommation potentielle. Et donc on a pris ces 2 éléments pour protéger au mieux ce qu'on avait créé, avec l'expérience, l'expertise effectivement de Bodlemini, qui nous avait été recommandé par plusieurs personnes et qui nous a extrêmement bien accompagnés sur ce sujet.
L'apport et l'aide de Bodomini, il a été fait à 2 étapes qui ont été assez proches dans le temps, mais il y a vraiment eu le dépôt donc, de notre brevet, j'allais dire quand on était une société complètement autonome et indépendante, et puis ensuite il y a eu une deuxième étape qui a été quand on est rentré en discussion avec un grand acteur mondial du tabac qui, in fine, donc, a racheté l'entreprise, a racheté Smokyo, plus exactement les actifs de Smokyo, pour être précis. Évidemment, la partie propriété intellectuelle et tout ce qui tournait autour de la technologie qu'on avait inventée, mais aussi les marques, ont été des éléments déterminants dans la transaction qu'on a faite. Et donc, ça a été très important pour nous de pouvoir avoir Bodomini à nos côtés pour expliquer à cet acquéreur potentiel la démarche qu'on avait eue pour déposer ce brevet, pourquoi on pensait que ce brevet allait tenir la route, puisque le brevet, quand on le dépose par définition, on ne sait pas encore s'il va être accepté. Donc toute la question c'est... Enfin, en tout cas, une grosse partie de la question, c'est est-ce qu'on pense qu'à horizon 18 mois, puis ensuite pour l'extension internationale, est-ce qu'on pense que ce brevet va vraiment tenir? Et donc là, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions entre donc, les potentiels acquéreurs et nous, et l'aide de Bodomini pour expliquer pourquoi on pensait qu'effectivement notre brevet était solide, allait tenir, allait pouvoir être aussi étendu dans tous les marchés, tous les pays qu'on visait. Et donc ça a été très très important puisque, encore une fois, dans la transaction qu'on a faite, je pense que l'acquéreur rachetait principalement toute la partie propriété intellectuelle et propriété industrielle, donc notamment le brevet et la technologie qui va avec, les marques. On avait 2 marques à l'époque, Vapio et Smokyo, et des logos associés qui allaient très bien dans ce secteur, puisque Smokyo, autour de la cigarette, évidemment, Smoke, et puis Vapio, pour tout ce qui est autour de la vapeur et du vaping et de la cigarette électronique autour de la vapeur. Donc évidemment, c'était une marque intéressante. Les noms de domaine qui étaient associés, qui étaient très importants. C'est principalement ces éléments-là qui ont été rachetés donc, par l'acquéreur. Et encore une fois, le brevet était un actif clé pour notre acquéreur. L'aventure Smokyo, ça a duré de 2013 à 2016. De 2013 à 2015, on était vraiment 100%, même 200% focalisé sur Smokyo, avec mon associé Steven Avi. Et quand je dis 200%, c'est en partie parce qu'on travaillait le jour, entre guillemets, normalement à Paris, et la nuit, on travaillait aussi pas mal parce que on produisait les cigarettes électroniques Smokyo en Chine, et donc avec le décalage horaire, on avait aussi malheureusement du travail la nuit de temps en temps. La fièvre entrepreneuriale nous ayant bien contaminés, on se demandait ce qu'on allait pouvoir remonter comme entreprise. On était très contents d'avoir monté cette première entreprise ensemble avec mon associé Steve, et donc on cherchait une idée pour une nouvelle entreprise. Et pour trouver cette idée, on est parti des frustrations, des problèmes qu'on avait vécu nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Il y en avait pas mal. Autour de l'assurance, de la comptabilité, de la banque ou des choses plus spécifiques aux composants électroniques, etc., puisque c'est ce qu'on avait fait avec Smokyo. Et puis en discutant pendant quelques semaines, ça n'a pas duré très longtemps, mais on s'est dit, bon, en fait, ce sujet de la banque ou des services financiers pour les TPE-PME, comme l'était Smokyo, puisque Smokyo, c'était une quinzaine de personnes à peu près, ça a l'air d'être vraiment un sujet, et on va vraiment se lancer là-dedans. Voilà, et donc on s'est lancé mi-2016, on a commencé à vraiment réfléchir à ce sujet. Fin 2016, on a arrêté de travailler sur Smokyo et sur la transition de Smokyo, et du coup on est passé à 100% sur cette nouvelle idée donc, qui était Conto. Et puis on a lancé le service en 2017, donc encore quelques mois après. Mais donc l'idée de Conto, elle est clairement venue de Smokyo, à la fois parce qu'on avait vécu cette frustration en tant qu'entrepreneur. Et donc avec Conto, on a développé la solution qu'on aurait rêvé avoir quand on a monté Smokyo. Et puis évidemment, le deuxième lien très fort, c'est qu'on a fait ça ensemble avec Steven Avi, donc le même associé, et que le fait de remonter une entreprise avec un associé qu'on connaît bien, avec lequel on a travaillé très très étroitement pendant 3 ans, c'est une grande force, je pense, pour une nouvelle entreprise.